quand on est dans une logique d'orientation au plus près des personnes, des gens, des territoires, mais qu'en même temps on essaye de se projeter un minimum, savoir dans 5 ans quels sont les métiers du territoire. Déjà, enfin, même au niveau macro et national, c'est pas simple. Au niveau micro, en fait, c'est vraiment très difficile. Et si on veut, malgré tout, porter du sens, faire de la pédagogie sur les dynamiques économiques du territoire et en même temps essayer de sécuriser les personnes sur cette logique. Moi, si déjà on peut faire ça en allant vers ce type de formation, vous ne pouvez pas perdre votre temps. Je ne suis pas complètement sûre que ça atteindra le métier X ou Y, parce que d'ici 5 ans, on parlait ce matin, on a évoqué rapidement la révolution de ChatGPT, un peu en rigolant, en disant que ça n'avait pas encore fait complètement ses preuves. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ça va balayer plein de choses, vraiment. Et on va le voir dans les mois et les années à venir, mais que c'est pas 10 ans, c'est d'ici 2 ans, je pense qu'il y a des choses qui auront complètement muté. Mais c'est intéressant, enfin, ce qui est intéressant du coup, c'est de savoir investir dans des compétences qui vont pas être balayées par ce genre de technologie, et c'est ce qu'on a appelé ce que moi j'appelle les compétences transverses. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé des savoir-être professionnels, et quelque chose qu'on a essayé de travailler dans le RAM 4.0, c'est d'essayer d'élargir un peu le spectre, la qualification de ce qu'on veut qualifier. Pôle emploi, on avait déjà un petit référentiel de savoir-être professionnel très similaire à la plupart des référentiels que les grandes entreprises peuvent avoir de savoir-être. Mais en fait, en lisant en même temps la recherche académique sur ces sujets-là, on s'est quand même rendu compte, et notamment les travaux financés par Erasmus+, du RegTech à EFA, on s'est quand même rendu compte que les compétences transverses, c'était bien plus large que les savoir-être professionnels, et que c'était extrêmement important de les valoriser, que c'est en général des choses qui sont très peu décrites dans les métiers, parce qu'on considère que ça va sans dire, qu'on est très orienté, je pense que c'est un héritage de notre élitisme sur la description des compétences techniques, et finalement les compétences transverses, celles qui vont m'aider à être dans la communication, dans l'organisation de mon travail, de celle des autres, et sont très peu valorisées. Ce qui est une absurdité, y compris en termes de recrutement, hein, parce qu'à compétences techniques égales, c'est celui qui maîtrise ses compétences transverses qui va vraiment faire la différence, hein, dans un univers de contact. Mais c'est pas qualifié, c'est pas évalué, et c'est pas valorisé ni dans les diplômes, ni à la suite dans les processus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, parce que du coup, demain, quand on va passer de nos 532 fiches à nos 3000 fiches, on va vraiment être extrêmement vigilant à renforcer la description de ces compétences transverses, et j'espère que ça va nourrir toute la réflexion de l'univers académique et de l'offre de formation, pour également équilibrer les référentiels de compétences des diplômes et faire en sorte que les formations qui conduisent à ces métiers développent aussi et vraiment des regards très structurés autour de ces compétences qui me paraissent absolument indispensables, encore une fois, pour que collectivement on soit capable de gagner en agilité. Voilà. Et donc, c'est un peu ce type de discours qu'on essaye, nous, de porter sur le terrain. Et ça n'a pas encore été évoqué, mais notamment Pôle emploi est évidemment partie prenante d'une action qui s'appelle Avenir professionnel, qui conduit à aller dans les lycées, parler un peu du marché de l'emploi, des métiers, des techniques de recherche d'emploi. Et évidemment, c'est des choses, cette réflexion, qui devrait nous ouvrir à partir de la rentrée prochaine, également le discours qu'on tient autour de cette dynamique de marché. Je vous en prie, Je peux allez-y. compléter. Oui. Du coup, j'étais totalement d'accord avec le fait que c'est vrai que c'est très compliqué quand on a des projections d'emploi dans des métiers, dans des familles de métiers. C'est très compliqué du coup de pouvoir vraiment au niveau des formations s'adapter, parce que ça regroupe énormément de métiers et c'est très compliqué de pouvoir vraiment viser. Je sais que j'avais parlé avec des personnes à la conférence des grandes écoles et qui m'avaient expliqué que en fait elles voulaient ouvrir enfin justement les métiers donc évoluer. Elles voulaient ouvrir des formations en fait qui étaient adaptées à l'évolution de ces métiers, notamment justement intelligence artificielle, enfin transition numérique, transition écologique et tout ça, et que en fait elles n'avaient pas de cartographie de ces compétences nouvelles, et donc elles avaient besoin de financement, mais en fait on leur disait, si vous voulez ces financements, il faut pouvoir le justifier qu'il y a vraiment cette transition qui se fait, et en fait comme il n'y avait pas particulièrement de quantification très précise,
en fait, elles n'arrivaient pas à avoir ces financements et c'est au final un cercle vicieux parce que si elles n'arrivent pas à avoir ces financements, les personnes ne sont pas formées. Et donc, il y a des problèmes et des difficultés de recrutement. Heureusement, du coup, avec Pôle emploi, on publie les tensions au niveau départemental et au niveau toujours de familles professionnelles, mais 225 métiers. Donc, c'est un peu plus précis. Et notamment, je voulais aussi parler d'une étude qu'avait fait France Stratégie, donc sur les compétences, sur l'évolution des compétences. Donc, ils regardent dans le passé et on aimerait à l'occasion, dans le cadre les métiers en 2030, publier, on espère cette année, donc une publication des projections des compétences à l'horizon 2030. Donc toujours, ça reste quand même des regroupements, mais ce qu'on remarque surtout, en tout cas dans la publication de France Stratégie, c'est qu'au final, dans le passé, quand on regarde l'évolution des compétences, c'est assez logique avec l'évolution des métiers qu'on voit. Donc on a dans la première tendance, c'est vraiment les compétences des transitions écologiques et numériques qu'on voit déjà dans les métiers. Donc en fait, ça s'accompagne. Et au final, nous, les projections qu'on compte faire, c'est donc on n'aura pas la projection de comment la compétence sera le plus utilisée, parce que ça, du coup, on n'arrive pas à le quantifier. Par contre, si une compétence est très présente dans un métier et que ce métier se développe beaucoup, alors on considérera que cette compétence se développe beaucoup. Et au final, quand on regarde dans le passé, c'est assez ce qui se passe. Donc, les transitions écologiques et numériques qui tirent beaucoup les compétences, des compétences qui sont de plus en plus utilisées. On a la croissance des besoins structurels d'aide et de soins aux personnes fragiles. Donc, pareil, des compétences qui sont relatives aux métiers dont on va avoir besoin pour le soin des personnes plus âgées. Et on a également l'intervention dans les chaînes logistiques qui croît et donc des compétences qui sont mobilisées par les ouvriers de la manutention et des cadres commerciaux et gérants de commerce, mais aussi par les cadres de l'industrie qui vont vraiment plus être mobilisés par ces métiers qui sont du coup en croissance. Merci beaucoup. Alors, je suis assailli de questions. C'est pour ça que je suis sur mon téléphone. Je reprends la précaution oratoire de mon prédécesseur. Je suis pas sur TikTok. Donc, ce que vous disiez qui est effectivement intéressant, on voit bien dans tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin, c'est que d'abord, il y a la question... Alors d'abord, on comprend que l'orientation, les parcours d'orientation, d'insertion, ils nécessitent tout le temps, à quelque échelle que ce soit, des partenariats entre des institutions, des entreprises, l'éducation nationale, un réseau d'acteurs, et que pour que ces partenariats se nouent, il faut d'abord une culture commune. Est-ce qu'on est bien d'accord sur cette idée qu'on a basculé d'une logique, on va dire, qualification à une logique compétence, comme on disait il y a quelques années? Donc déjà, bon, ça, j'ai l'impression qu'en tout cas, depuis ce matin, tout le monde a l'air d'accord pour dire oui, effectivement, il y a maintenant une dynamique de destruction, en création des métiers et des compétences qui fait que, effectivement, il y a les savoirs, j'ai insisté dessus ce matin, mais au-delà des savoirs, s'articulent à ces savoirs des compétences dont vous disiez vous-même qu'elles sont parfois difficiles à définir et que vous listez. Et puis là, vous rajoutez un niveau, si j'ose dire. Après la culture commune, il y a le langage commun. C'est-à-dire, il faut qu'on sache bien de quelles compétences on parle et est-ce qu'on les nomme et qu'on on les dénomme bien de la même manière. Alors donc, j'avais une série de questions qui tournaient autour de ça. Alors, une qui s'adressait à Air Liquide, en tout cas qui disait, est-ce que la vision qu'a l'entreprise des compétences du 21e siècle, des compétences à venir, est-ce qu'elle est la même que celle de Pôle emploi? Donc ça, je ne sais pas si l'un ou l'autre, peut-être au travers des partenaires, j'imagine que vous avez développé votre répertoire aussi, peut-être en liaison avec le monde de l'entreprise. Et puis la question qui se posait, ça c'était à Hélène, est-ce que l'éducation nationale, alors vous avez parlé de l'ONICEP, est-ce que vos dispositifs, ça c'est moi qui rajoute, sont articulés, c'est-à-dire celui que vous nous avez présenté, puis par exemple je pense au dispositif à venir que développe l'ONICEP aussi autour de cette question des compétences, est-ce que tout ça est articulé et est-ce que tout ça diffuse auprès des collègues de l'éducation nationale de manière qu'ils se saisissent non seulement de cette culture commune, mais également de ce langage commun d'identification des compétences? Ou est-ce que tout reste à faire dans ce domaine? Je ne sais pas qui répond en premier aux interpellations. Un premier élément de réponse, mais j'étais à vous écouter. Vous ne m'auriez pas dit que vous étiez chez Pôle emploi, j'aurais pu imaginer que vous travailliez dans une entreprise qui menait ces études d'analyse de compétences, des métiers, etc. En fait, on fait exactement la même chose et le rendu est même, c'est étonnant à quel point ça ressemble. Donc, vous me dites que là, peut-être on a
des efforts qui se démultiplient et qui s'optimisent pas toujours, mais le langage commun, il est essentiel. Et l'autre parallélisme que je voudrais faire avec ce que vous nous avez présenté, c'est la proportion de l'importance des compétences de savoir-être. Voilà, je sais pas comment, peu importe comment on les appelle, mais on voit tous de quoi on parle. Pareil, cette proportion-là, qui plus est dans une boîte d'ingénieurs dans laquelle je suis aujourd'hui, où j'ai vu dans les 15 dernières années, dans les processus de sélection interne ou dans, en gros, le développement professionnel de nos équipes, une part de plus en plus significative. Et alors, il y avait quoi, 18%, donc quelque chose sur notre graphique, où il y avait à un moment donné un graphique qui indiquait un peu les proportions. Bon, ces proportions-là, elles augmentent massivement. Moi-même, je ne suis pas de formation RH et peut-être que finalement, certaines de mes compétences de savoir-être ont été un peu plus développées que mes compétences d'ingénieur, alors que c'était ma formation initiale, pour m'orienter à un moment donné vers un métier de ressources humaines. Mais la polyvalence et l'adaptabilité des profils, on n'apprend pas beaucoup à l'école. Hein. Je n'ai pas du tout appris ça à l'école. C'est fondamental maintenant pour trouver un métier et même se développer dans l'entreprise. Parfois bien plus d'ailleurs que la compétence technique. Et vous me disiez d'ailleurs en préparant cette table ronde, que je l'évoquais d'ailleurs ce matin, je vous ai cité sans votre permission, mais je l'évoquais ce matin, qu'en fait maintenant les trajectoires, enfin cette question-là que nous on pose au sein du système éducatif, elle se pose en fait tout au long de la vie, et que en fait les personnes qui sont par exemple chez Air Liquide, lorsqu'ils occupent un emploi, ils doivent d'une certaine manière déjà se projeter vers l'emploi suivant, sans que les choses aillent de soi. C'est-à-dire ils doivent construire, là pour le coup, Frédéric Wessler parlait d'être auteur de sa trajectoire, ils doivent être auteurs ou autrices de leur trajectoire, hein, en sachant identifier, valoriser, objectiver ses compétences. Très schématiquement, il y a 10 ans, on vous appelait systématiquement pour le poste d'après. Ça, aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. En interne, hein, j'entends. Et aujourd'hui, on doit avoir une dynamique beaucoup plus importante, voilà, prise par le collaborateur lui-même pour imaginer la suite. Après, l'entreprise est plus ou moins développée dans sa culture RH et dans sa culture managériale pour l'accompagner et rendre possible, mais la responsabilisation de l'individu, elle a massivement changé. Et ça met beaucoup de gens en difficulté. Alors oui, peut-être pour rebondir et puis faire le lien, parce que je prends comme une forme de compliment, en tout cas quelque chose d'intéressant de la remarque que vous faisiez sur le fait que j'aurais pu être en entreprise, c'est que je pense qu'une des difficultés, d'ailleurs, pour être bien comprise par rapport à cette ambition de langage partagé, c'est pas l'idée d'imposer un langage à tout le monde. Je pense vraiment que, évidemment, tous les grands groupes, toutes les boîtes ont continué à travailler sur leur référentiel de compétences, et c'est indispensable, et on ne se substituera pas à elles. Le sujet est absolument pas là. Par contre, on a besoin de repères partagés. Et en fait, c'est pour ça que quand moi je parle de logique de langage compétences, je parle d'abord et avant tout de cette nouvelle nomenclature qu'on a essayé de penser, et que ça, pour le coup, il n'y avait que le service public, les pouvoirs publics au sens large, qui pouvaient le faire, parce qu'il fallait en fait avoir une position un peu globale et neutre pour essayer de penser ça, et puis de toute façon de partir sur un référentiel le plus complet possible, qui ne pouvait pas être un référentiel de secteur ou d'une entreprise. Donc effectivement, on est parti du ROM pour faire ça. En plus, on a donc livré le 20 mars dernier une première version, mais c'est une version pas tout à fait martyr, ça faisait 3 ans qu'on y travaillait, mais une version dont je sais qu'elle va continuer d'évoluer. Parce qu'on a travaillé essentiellement sur la matière qu'on connaissait à l'aune du ROM V3, même si on a travaillé dans le dialogue avec l'ensemble des acteurs économiques qui sont partenaires du projet, mais c'est maintenant et confronté et de toute façon alimenté par le travail de passer de 532 fiches à 3000 métiers et du coup d'être confronté aux détails de ces métiers qu'on va aussi pouvoir voir si notre comment dirais-je, référentiel a besoin de continuer à évoluer. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ce repère, cette organisation et les macro-compétences qui peut faire repère commun. Ensuite, toutes les compétences détaillées de chacune des entreprises, elles s'indexent en dessous.
il n'y a aucun problème. Et en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs groupes, Michelin, SNCF, avec qui j'ai eu l'occasion de présenter les travaux en amont de la livraison du RAM 4.0, qui nous disaient, mais c'est génial parce qu'en fait, justement, quand il y a plusieurs filières, enfin, des grands groupes qui ont été issus de regroupements, enfin, voilà, diverses et variés, qu'il y a plusieurs établissements avec plusieurs référentiels de compétences, travailler aussi à faire converger les référentiels d'un groupe, c'est manifestement extrêmement difficile. Et là, pouvoir proposer une nomenclature commune, encore une fois, personne n'a besoin de perdre son référentiel détaillé, mais par contre, des ponts communs, on va tout de suite aller les voir grâce aux macro-compétences, et ça peut être vraiment intéressant. Tout ça pour dire que c'était nécessairement une démarche publique, libre de droit, qui plus est. Et oui, bien sûr, on a travaillé depuis le démarrage avec l'ONICEP. On a travaillé, comme je le disais tout à l'heure, avec les OPCO, et puis avec la dynamique France Travail. J'espère que tout ça va continuer de s'accentuer, parce que vraiment l'idée, c'est de faire que ce référentiel de métiers et de compétences soit au sens propre du terme, un bien commun, soit vraiment le repère partagé. Alors ensuite, c'est ce qu'on dit quand on discute avec la DG de l'ONICEP. L'ONICEP continuera à faire des fiches métiers écrites et adaptées à la lecture d'un public de jeunes en collège, en lycée, parce qu'évidemment qu'on ne va pas décrire les métiers de la même manière que pour des adultes déjà en emploi, mais on va essayer, ça c'est certain, d'avoir des référentiels le plus convergents possible. Et à mon avis, on a un autre bel enjeu devant nous aussi, c'est d'essayer de faire converger aussi nos nomenclatures de métiers. J'espère vraiment que d'ici 3-4 ans, on aura l'occasion, moi j'attends de finir mes 3000 fiches, mais j'espère qu'à Pôle emploi, on va retravailler notre nomenclature de métier cette fois-ci, les fameux codes ROM, et essayer de faire, de travailler à de la convergence avec les autres référentiels, là aussi pour gagner en visibilité de nos études prospectives, parce que c'est à la fois absolument indispensable d'avoir des études prospectives, mais si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'opérationnalisation de ce qu'elles nous apprennent, en fait, ça fait de belles études, mais moi, j'essaye de travailler pour les faiseurs et c'est pas assez précis. Donc, tâche suivante, dont j'imagine qu'elle n'est, en plus, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que non seulement il y a tout ce que vous évoquez, mais elle doit être, au regard de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, adaptée en permanence. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire qu'on au fur et à mesure que les métiers apparaissent, disparaissent. On a conçu un outil avec une plateforme collaborative qui sera ouverte à l'ensemble des experts qui pourront nous éclairer. On a vraiment tous les trimestres, le ROM pourra évoluer, faire disparaître des choses, en ajouter. Et quand je dis des choses, c'est des compétences, mais également des métiers. Et des métiers décrits ou des métiers au sens appellation qui émergent. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va essayer de capter et qui sera exposé en temps réel dans Métiescope. Alors donc je me retourne, là j'ai le rôle facile de l'animateur, donc comme ça j'ai pas à répondre. Je me retourne vers Hélène sur la diffusion au sein de l'éducation nationale de ces connaissances, de ce langage commun, de cette culture commune, sur les compétences et sur les manières de les nommer et j'allais dire de les enseigner. Comment on fait? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui pourrait exister? Alors déjà, on a beaucoup parlé de l'éducation à l'orientation au travers de la découverte des métiers. En fait, l'éducation à l'orientation, c'est aussi la pédagogie de l'orientation. Et là, on travaille vraiment les compétences transverses. Et là, je rejoins évidemment tout le travail qui est fait en lien avec l'ONICEP, savoir-être, mais aussi être soi. Voilà. Donc, on a effectivement besoin que les jeunes aient des liens avec l'entreprise, connaissent les métiers, etc. Mais on a aussi besoin qu'ils s'autorisent à se poser des questions sur eux-mêmes, à réfléchir à leurs compétences plutôt transverses. Et ça, à leurs appétences. Et alors, oui, en même et leurs appétences, bien entendu. Et ça, c'est moins le boulot des psy-EN que le boulot des enseignants, et ça doit être internalisé dans les cours eux-mêmes. On en est loin. Mais c'est notre ambition. C'est ça. C'est notre ambition. Et alors, effectivement, on a parlé tout à l'heure de la réforme du lycée général et technologique, avec ces choix d'enseignement spécialité qui se font dès la seconde. Effectivement, il y a eu un vent de panique en mode vous demandez à des jeunes de 14-15 ans de choisir leur métier.
Alors que non, on leur demande effectivement de commencer à se poser des questions sur eux-mêmes, ce qui leur plaît, ce qui revient à des compétences qu'ils ont envie alors qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qu'ils ont envie de maîtriser. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation. Les familles de métiers dans la voie pro, c'est pareil d'ailleurs, hein. Quand on a regroupé en seconde un certain nombre de formations en famille de métiers, et donc en fait le bac, la spécialisation commence en première, et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestes professionnels qui sont travaillés en seconde, mais des gestes professionnels qui finalement sont transférables. C'est-à-dire, et c'est intéressant, qu'un jeune de lycée professionnel puisse se dire, ben, en fait, ce geste professionnel qu'on m'apprend pour ce métier-là, ben, à quelque chose près, c'est le même geste pour ce métier-là. C'est intéressant parce que, en fait, avoir des compétences transverses, c'est avoir des compétences transférables, comme je disais tout à l'heure. Et il faut avoir conscience d'avoir des compétences transférables pour pouvoir se dire, je peux changer. Exactement. Sans que ce soit, je repars à zéro, je connais rien, etc., etc. Voilà. Donc évidemment, on travaille avec l'UNICEF. Vous l'avez dit, on travaille avec Pôle emploi. Hein, l'expérimentation a lieu dans l'Académie de Grenoble. Et c'est très intéressant, je suis allée voir ce qui se passait quand même, parce que je suis très curieuse. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux types de positionnement, pas de Pôle emploi, mais des professeurs. Il y a les professeurs qui sont là et qui assistent à la séquence et qui finalement ont une formation en même temps, quoi, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Puis il y a ceux qui se disent, bon, on a un boulot, on fait autre chose pour l'instant. Enfin, c'est marrant. Hein. Donc moi, je pense qu'il est extrêmement important que ces séquences-là soient partagées, effectivement, et que ça permette aussi aux professeurs, dans les modules d'insertion professionnelle, de pouvoir tenir un discours différent. Non, mais ça bouge. Et ça me fait penser à un autre sujet qui, à mon avis, n'est pas amélioré dans la version actuelle, mais sur lequel on pourrait travailler ensemble. C'est que dans la description des métiers dans le ROM, il y a non seulement des compétences, mais il y a aussi des savoirs. Et finalement, peut-être que dans l'univers académique et de l'éducation nationale, c'est dans les savoirs que les professeurs vont retrouver leur discipline. Et donc, donner à voir, discipline par discipline, où sont les savoirs, enfin, dans quel métier mobilise ces savoirs, pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, la précaution que je prends, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, mes savoirs sont assez mal décrits. C'est vraiment quelque chose que j'ai l'intention de travailler avec la DGSCO qui me l'a proposé. Mais justement, enfin, voilà, travaillons-y, valorisons-le, ce qui permettra en plus, du coup, ensuite, aux professeurs de comprendre quels sont les usages sur le marché du travail, des connaissances disciplinaires qu'ils transmettent à leurs élèves au cœur des entreprises. Parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez mal appréhendé également. Et ce qu'on évoquait ce matin, au travers, par exemple, des différents actes pédagogiques, quel type de compétences répertoriées je développe, quel type de compétences transverses je développe, sans avoir besoin d'avoir un temps dédié au développement et à l'instruction d'une compétence. Je le fais en transmettant, en instruisant. En même temps, je développe par l'acte pédagogique une série de compétences. Exactement. Mais ça, il faut effectivement l'objectiver. Pour terminer, il nous reste peu de temps. J'en reviens au territoire. Alors, une question qui s'adresse à la rectrice de Reims, peut-être plus qu'à la rectrice de Grenoble. Comment on fait de Reims n'est pas là. L'ex-rectrice de Reims, dans un territoire où il y a, par exemple, un problème de dynamique d'emploi, de problématique d'emploi, quel message on adresse aux élèves? Est-ce qu'on leur dit il faut être mobile, aller chercher du travail dans une autre académie? Comment on peut, quand on est comment on résout cette question-là? Alors déjà, moi, si je me rappelle bien, dans l'Académie de Reims, d'abord, il y a toujours une appétence très très forte des élèves pour la voie professionnelle. Elle est très très développée et pas seulement par défaut. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une culture de la voie pro et de la voie techno énorme dans l'Est. Hein, ça c'est. Et du coup, des élèves qui réussissent bien, et qui effectivement, à la fin de leur cursus, ne s'insèrent pas parce qu'il n'y a pas de boulot, non pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes formations, mais parce qu'il n'y a pas de boulot, quoi. Et du coup, plus de poursuites en BTS, et beaucoup plus que dans une région comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui, hein, où ils sortent même quelquefois avant la fin du diplôme parce qu'il faut du boulot. Enfin, il y a aussi ce biais parfois dans les secteurs dynamiques. Et donc, du coup, il y a possibilité d'avoir une meilleure qualification. Donc, effectivement, toutes les entreprises
Alors, le problème, c'est que les entreprises s'installent là enfin, il y a un truc, on tourne en rond, quoi, hein. On parlait de l'Ouest, les populations vont vers l'Ouest, les populations qualifiées vont vers l'Ouest, les entreprises s'installent à l'Ouest. Enfin, quand est-ce que ça, la poule, l'œuf, tout ça. Donc, effectivement, on voit bien tous les efforts que font les collectivités dans ces territoires pour attirer les entreprises et qui nous demandent du coup de former les jeunes. Mais alors, comment on inverse la vapeur? Parce que sinon, effectivement, tout le monde s'en va. Et c'est pas, enfin, c'est terrible. Après, ça fait cette France à deux vitesses ou cette horrible diagonale du vide. Enfin, ce terme est épouvantable. Voilà. Donc, c'est difficile. Ouais. Ce qu'il faut, c'est les pousser le plus possible à la qualification quand même, parce que on a beau faire, on a beau dire, hein, plus on est qualifié, plus on s'en sort. Hein, voilà. Mais est-ce que j'ai le temps de rebondir sur ce dernier point? Parce que si vous rebondissez en 1 minute. En 1 minute. C'est évident que plus on est qualifié, plus la suite du parcours sera simplifiée. Mais justement, c'est peut-être une chose qu'on a peu dite dans la journée, c'est l'importance de faire évoluer les pratiques et le regard des entreprises sur leurs critères de recrutement. On l'a dit, on l'a évoqué, le côté extrêmement dominant du diplôme initial dans la suite de parcours, et y compris 20 ou 30 ans après. Je suis avocate de formation, mais ne me donnez pas un dossier à plaider aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je ne fais plus de droit, et ça serait ridicule. Mais pourtant, voilà, il y a un prestige social lié qui continue à me servir c'est absurde. Tout ça pour dire que sur le terrain, Pôle emploi va essayer de s'y atteler, mais je pense qu'on ne peut pas travailler là-dessus tout seul, et pour le coup, l'Institut de l'entreprise peut certainement nous y aider. Il y a vraiment à travailler au plus près avec les entreprises sur leurs méthodes et leurs critères de recrutement. Évidemment, tout au long de la journée, on a eu des DRH super chouettes qui ont vachement pensé leurs trucs et qui sont tout à fait parfaits. Le quotidien du territoire, c'est pas toujours ça. Et donc, il y a vraiment une culture du recrutement par les compétences et de dépasser les représentations qui sont de l'ordre culturel en France, hein, qu'il faut vraiment, sur lequel il mériterait un plan d'action national.